En août 1982, au-dessus du désert californien, un chasseur inconnu déchira le ciel à plus du double de la vitesse du son. Les pilotes d'essai de Northrop retenaient leur souffle. L'appareil venait de grimper à 12 000 mètres en moins de 2 minutes 30, d'accélérer de Mach 0,9 à Mach 1,2 en 29 secondes et de tenir un angle d'attaque de 35 degrés là où le F-16 craquait à 30. Ce chasseur s'appelait le F-20 Tiger Shark et il était en train de prouver qu'il était meilleur que tout ce que l'Amérique avait jamais construit. Pourtant, pas un seul exemplaire ne serait jamais vendu. Pour comprendre comment un tel chef-d'œuvre put être condamné avant même d'avoir combattu, il faut remonter aux années 60, quand le monde bascula dans une course aux armements sans précédent. La guerre froide ne se jouait pas seulement sur les missiles intercontinentaux ou les sous-marins nucléaires. Elle se jouait aussi dans le ciel, au-dessus de chaque pays allié des États-Unis, où les MiG soviétiques commençaient à apparaître en nombre inquiétant. Le MiG-20 et 1, rapide, maniable et produit en série massive, équipait désormais des dizaines d'armées de l'air à travers le monde. Les alliés américains en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique regardaient ces appareils avec une angoisse croissante, car ils n'avaient rien d'équivalent à leur opposer. Washington prit conscience du problème dès l'administration Kennedy. Le département de la Défense reçut une mission claire: trouver un chasseur léger, peu coûteux, performant, qui pourrait être fourni aux Alliés sans leur livrer les secrets technologiques américains les plus sensibles. Car le vrai danger n'était pas seulement de perdre des batailles aériennes, c'était de voir un appareil de pointe américain capturé, analysé et copié par les ingénieurs de Moscou. Chaque système avionique avancé embarqué dans un avion exporté devenait une bombe à retardement diplomatique et militaire. En avril 1962, l'armée de l'air américaine annonça sa sélection. L'avion retenu était le Northrop F-5 Freedom Fighter, un chasseur sobre, fiable et dépourvu des technologies les plus secrètes. Des centaines d'exemplaires furent livrés à travers le monde et une version améliorée, le F-5E Tiger II, fut présentée comme gagnante du programme de chasseurs international à la fin de l'année 1970. Plus de 1000 appareils furent finalement produits. Mais dès le milieu des années 70, le Tiger II commençait déjà à montrer ses limites face aux nouvelles générations de MiG. C'est dans ce contexte que naquit, en 1975, le programme FX de l'armée de l'air américaine. L'objectif était ambitieux: concevoir un chasseur de nouvelle génération destiné exclusivement à l'exportation, capable de rivaliser avec les derniers chasseurs soviétiques, mais sans aucun système électronique avancé susceptible de compromettre la sécurité nationale américaine. Et pour la première fois dans l'histoire de ces programmes, le financement serait entièrement privé. Aucun dollar du contribuable américain ne serait engagé. Les entreprises qui souhaitaient participer devaient investir leurs propres fonds, prendre leurs propres risques et espérer décrocher des contrats d'exportation gérés par le département de la Défense. Northrop, dont le F-5 avait déjà conquis des dizaines de pays, se lança dans l'aventure avec une ambition dévorante. Les ingénieurs de la firme ne voulaient pas simplement améliorer le Tiger II, ils voulaient le réinventer de fond en comble. Le projet prit d'abord la désignation F-5G, avant de devenir rapidement une machine si différente de ses origines qu'elle méritait un nom entièrement nouveau. Ce serait le F-20 Tiger Shark, et Northrop allait y investir une somme colossale, 1,2 milliard de dollars de fonds propres, sans aucune garantie de retour. À l'époque, personne au sein de la compagnie ne doutait du succès. Les études de marché étaient encourageantes, les discussions préliminaires avec plusieurs gouvernements alliés semblaient prometteuses, et surtout, l'avion lui-même prenait une forme extraordinaire sur les planches à dessin. Mais ce que les ingénieurs de Northrop ne pouvaient pas encore prévoir, c'était que leur plus grand ennemi ne porterait pas l'étoile rouge soviétique. Il porterait un costume-cravate et travaillerait dans les couloirs du Pentagone et de la Maison-Blanche. La machine de guerre bureaucratique américaine était sur le point de broyer l'un des chasseurs les plus brillants de l'histoire de l'aviation, non pas parce qu'il était mauvais, mais précisément parce qu'il était trop bon pour être laissé entre les mains des Alliés,
et pas assez rentable politiquement pour être soutenu par ceux qui auraient pu le sauver. Quand les ingénieurs de Northrop posèrent leurs crayons sur la table de conception du F-20, ils prirent une décision radicale qui allait changer toute la philosophie de l'appareil. Le F-5E embarquait 2 moteurs General Electric J85, fiables mais vieillissants, dont la puissance combinée commençait à peiner face aux exigences du combat moderne. Pour le Tiger Shark, Northrop fit le choix inverse de ce que beaucoup attendaient. Un seul moteur, mais un monstre. Le General Electric F404, le même bloc qui propulsait le tout nouveau F-18 Hornet de la marine américaine, fut enfoui dans la partie arrière du fuselage, alimenté par 2 prises d'air rectangulaires allongées courant le long des flancs de l'appareil. Le résultat fut immédiat et spectaculaire. Par rapport aux 2 J85 réunis, le F404 offrait 60% de poussée supplémentaire. Le rapport poussée-poids bondit de 1,0 à 1,13, ce qui plaçait le Tiger Shark dans une catégorie à part parmi les chasseurs légers. Sa vitesse de pointe dépassait Mach 2, son plafond opérationnel franchissait 16 800 mètres et son taux de montée initial atteignait 260 mètres par seconde. Ces chiffres n'étaient pas des promesses marketing. Ils furent vérifiés, vol après vol, par les équipes d'essai dans le désert californien. Mais la motorisation n'était que le début. Northrop savait que la guerre aérienne moderne ne se gagnait plus uniquement à coups de vitesse et de manœuvrabilité brute. Elle se gagnait avec de l'information, de la précision et de la rapidité de réaction. C'est pourquoi la refonte avionique du F-20 fut aussi ambitieuse que sa propulsion. Le cœur du système sensoriel était le radar General Electric ANAPG-67, un radar multimode capable de gérer simultanément des scénarios air-air et air-sol, avec une précision que les chasseurs de sa catégorie ne connaissaient tout simplement pas. Ce radar pouvait détecter, suivre et engager des cibles multiples dans des conditions météorologiques difficiles, là où les générations précédentes de chasseurs légers tâtonnaient dans le brouillard électronique. L'ancien système de navigation, basé sur des composants mécaniques vieillissants, fut intégralement supprimé et remplacé par une plateforme entièrement électronique construite autour d'un gyroscope à laser annulaire. Cette technologie, alors à la pointe de l'industrie aérospatiale civile et militaire, offrait une précision de navigation sans commune mesure avec ce que le F-5E pouvait proposer. La conséquence directe de cette modernisation fut une réduction drastique du temps de mise en œuvre. De la mise sous tension de l'appareil au décollage effectif, il s'écoulait 22 secondes. 22 secondes seulement, un record absolu parmi les chasseurs contemporains, et un avantage tactique considérable dans un scénario d'alerte nucléaire ou d'attaque surprise. Le cockpit fut lui aussi entièrement repensé. Fini le tableau de bord encombré d'instruments analogiques hérités des années 60. Le pilote du Tiger Shark se retrouvait face à un affichage tête haute de grande taille et à 2 écrans multifonctions monochromes positionnés haut sur la planche de bord pour minimiser les mouvements des yeux en combat. Le système OTAS, pour Hands on Throttle and Stick, permettait au pilote de contrôler l'ensemble des fonctions de combat sans jamais retirer les mains des commandes de vol. Chaque bouton, chaque commutateur critique était accessible depuis le manche ou la manette des gaz. En combat tournoyant à haute vitesse, où chaque seconde perdue à chercher un interrupteur pouvait coûter la vie, cet avantage était absolument décisif. L'armement du Tiger Shark était tout aussi impressionnant. L'appareil pouvait emporter des bombes de la série Mark 80, des missiles air-sol AGM-65 Maverick, et en air-air, les missiles AIM-9 Sidewinder ainsi que l'AIM-7 Sparrow. Ce dernier point méritait une attention particulière. Le F-16, pourtant concurrent direct du F-20 sur le marché export, ne fut pas capable de tirer le Sparrow avant la fin des années 80. Le Tiger Shark offrait donc, dès sa conception, une capacité de combat au-delà du champ visuel que son rival principal n'atteignit que des années plus tard. 2 canons M39 montés dans le nez complétaient l'arsenal, avec la possibilité d'installer des canons Tiger Claw de génération suivante sur les appareils de série.
Northrop mit également un point d'honneur à concevoir un appareil économique à opérer. Les coûts de maintenance sur la durée de vie complète de l'appareil étaient estimés à 50% inférieurs à ceux du F-16. La consommation de carburant devait être réduite de 53% et les coûts opérationnels totaux de 63%. La fiabilité globale était annoncée comme 4 fois supérieure à celle de la concurrence. Pour des pays alliés au budget militaire limité, ces arguments n'étaient pas négligeables. Ils étaient potentiellement décisifs. Pourtant, malgré tout ce génie concentré dans un seul fuselage, le Tiger Shark portait en lui une contradiction fondamentale que ses créateurs refusaient encore de voir. Il était trop performant pour être vendu librement et pas suffisamment soutenu politiquement pour survivre à la guerre souterraine qui se préparait à Washington. Le 23 août 1982, la piste d'essai d'Edwards Air Force Base retint son souffle. Le premier prototype du F-20 Tiger Shark s'aligna sur la piste, ses 2 prises d'air latérales avalant l'air chaud du désert californien. Le pilote d'essai Russ Scott poussa la manette des gaz et l'appareil bondit vers le ciel avec une violence qui surprit même les ingénieurs de Northrop qui avaient construit la machine. Le vol dura 40 minutes. En 40 minutes, le Tiger Shark grimpa à 12 000 mètres, franchit Mach 1,04 et revint se poser sans le moindre incident technique. Les données enregistrées dépassaient les prévisions les plus optimistes. Dans les couloirs de Northrop, personne ne dormit cette nuit-là. Les semaines qui suivirent furent une succession de vols toujours plus exigeants. Chaque sortie repoussait un peu plus les limites annoncées sur les plans. L'appareil se montrait d'une stabilité remarquable à haute vitesse. Ces nouvelles extensions de bord d'attaque augmentant le coefficient de portance maximale de 12% par rapport au F-5E, et ce, malgré une augmentation de la surface alaire de seulement 1,6%. Le stabilisateur horizontal, agrandi de 30% par rapport aux premières versions pour corriger une tendance au tangage trop lente, donnait désormais à l'appareil une réactivité en combat que les pilotes d'essai décrivaient comme instinctive. Le système fly-by-wire à double canal faisait le reste, traduisant chaque intention du pilote en mouvements précis des gouvernes. En novembre 1982, 3 mois seulement après le premier vol, Bahreïn devint le premier pays à manifester un intérêt commercial concret pour le Tiger Shark. Les discussions furent sérieuses, les délégations se déplacèrent et Northrop commença à percevoir les premiers signaux d'un marché potentiellement immense. La Corée du Sud entra rapidement dans la danse, évoquant même la possibilité d'une production locale sous licence, ce qui aurait représenté un contrat colossal pour la firme californienne. Des discussions parallèles s'ouvrirent avec 8 autres nations dont les identités restèrent confidentielles, mais dont les besoins en chasseurs légers modernes étaient réels et documentés. À la fin du mois d'avril 1983, le programme de test avait accumulé 240 vols sans accident majeur. 10 nations différentes envoyèrent des équipes d'évaluation pour voler sur l'appareil ou observer ses performances en vol. Les retours étaient unanimement positifs. Mais c'est une voix en particulier qui résonna bien au-delà des cercles techniques. Chuck Yeager, le légendaire pilote d'essai américain, premier homme à avoir franchi le mur du son en 1947, prit les commandes du Tiger Shark et déclara publiquement que parmi tous les avions qu'il avait pilotés de sa carrière, le F-5 était le plus amusant à voler. Pour l'industrie aérospatiale américaine, un tel éloge de la part de Yeager valait tous les rapports techniques du monde. En 1983, un second prototype entra en phase de test, avec cette fois une suite avionique complète et pleinement opérationnelle. Les essais d'armement purent alors commencer pour de bon. Les missiles AIM-9 Sidewinder et AIM-7 Sparrow furent évalués avec succès. Des roquettes, des bombes de différents calibres et des tirs de canon furent conduits dans des conditions représentatives du combat réel. L'une des démonstrations les plus frappantes de cette période fut la capacité du Tiger Shark à voler à 124 km/h avec un angle d'attaque de 35 degrés, là où le F-16 atteignait sa limite structurelle à 30 degrés.
En mai 1983, l'armée de l'air américaine signa un accord formel pour certifier les performances, la navigabilité et le programme à prix fixe du F-20, ce qui semblait ouvrir la voie à une reconnaissance officielle tant attendue. Northrop intensifia alors sa campagne de marketing auprès des services américains eux-mêmes, cherchant à obtenir ce soutien institutionnel sans lequel aucun chasseur américain ne pouvait espérer convaincre les acheteurs étrangers. La marine américaine, qui cherchait précisément à cette époque un adversaire réaliste pour entraîner ses pilotes dans le cadre du programme Top Gun, semblait être le client idéal. Le Tiger Shark correspondait exactement au cahier des charges, un appareil capable de simuler les comportements des chasseurs soviétiques modernes, disponible rapidement et à coût maîtrisé. Mais la marine choisit le F-16. Sans explication publique détaillée, sans confrontation directe des performances, sans appel d'offres transparent. Le F-16, produit par General Dynamics et déjà intégré dans les forces aériennes américaines, fut retenu. Ce choix n'était pas seulement une déception commerciale pour Northrop, c'était un signal dévastateur envoyé à tous les acheteurs potentiels à travers le monde. Si l'armée américaine elle-même ne voulait pas du Tiger Shark, pourquoi un gouvernement étranger prendrait-il le risque de l'acheter? La logique était implacable et ses conséquences allaient se révéler fatales. Le rejet de la marine américaine avait envoyé une onde de choc à travers les bureaux de Northrop, mais la direction de la firme refusait encore de baisser les bras. Il restait des négociations ouvertes, des délégations étrangères intéressées et un appareil qui continuait de battre tous ses concurrents dans les airs. Ce que personne ne pouvait encore prévoir, c'est que le destin du Tiger Shark allait basculer non pas dans une salle de réunion du Pentagone, mais dans le ciel de Corée du Sud, par une journée d'automne 1984. Daryl Cornell était un pilote d'essai expérimenté de Northrop, chargé de conduire une démonstration en vol devant des officiels militaires sud-coréens. La Corée du Sud représentait alors l'un des marchés les plus prometteurs pour le Tiger Shark, avec des discussions avancées sur une éventuelle production locale sous licence. L'enjeu de cette démonstration était donc considérable. Cornell enchaîna les figures avec précision, poussant l'appareil dans ses retranchements pour impressionner les observateurs au sol. Puis vint une manœuvre à haute performance, une montée brutale suivie d'un virage serré générant des forces G extrêmes. Cornell perdit connaissance. L'appareil, privé de tout input de pilotage, continua sa trajectoire et s'écrasa au sol. Cornell ne survécut pas. L'enquête qui suivit fut minutieuse et ses conclusions sans ambiguïté. Le Tiger Shark n'était en rien responsable de l'accident. Cornell avait été victime d'une perte de conscience induite par les forces G, un phénomène connu et documenté dans l'aviation de chasse, lié à la physiologie humaine et non à un défaut mécanique ou avionique de l'appareil. Mais dans le monde impitoyable des relations publiques et des marchés militaires internationaux, la vérité technique pesait bien moins lourd que l'image. Un chasseur qui venait de tuer son pilote lors d'une démonstration officielle devant le client le plus important d'Asie avait désormais une réputation à reconstruire, et le temps manquait cruellement. Northrop tenta de reprendre le dessus. Les vols continuèrent, les données s'accumulèrent, et l'entreprise maintint son calendrier de développement avec une obstination que beaucoup, à l'époque, qualifièrent de courageuse. Un troisième prototype fut achevé, et un quatrième était en cours de construction. La firme avait investi trop pour reculer. Mais à peine un an après la catastrophe de Corée du Sud, le destin frappa une seconde fois, avec une brutalité qui acheva de briser le moral des équipes. Le 6 mai 1985, le pilote d'essai Dave Barnes s'entraînait au-dessus de Goose Bay, au Labrador canadien, en préparation du Salon aéronautique de Paris. Le Salon du Bourget représentait une vitrine mondiale incomparable, une opportunité unique pour Northrop de démontrer devant la presse internationale et des acheteurs potentiels venus du monde entier que le Tiger Shark était vivant, compétitif et prêt à entrer en service. Barnes répétait une séquence de voltige à basse altitude lorsqu'il perdit lui aussi connaissance sous l'effet des forces G. L'appareil s'écrasa. Barnes mourut sur le coup. 2 pilotes morts en moins d'1 an.
2 accidents identiques dans leur mécanique, tous deux liés à la physiologie humaine sous contrainte extrême et non à un défaut de l'avion. Mais 2 catastrophes qui, dans l'esprit des décideurs politiques et des acheteurs étrangers, collaient désormais à la peau du Tiger Shark comme une malédiction. Les enquêteurs blanchirent une nouvelle fois l'appareil. Peu importait, le mal était fait. Ce qui rendait la situation encore plus amère pour Northrop, c'est que ces accidents survenaient dans un contexte politique qui s'était considérablement durci depuis le lancement du programme. Au tournant des années 80, l'administration Reagan avait revu en profondeur sa politique d'exportation d'armement. Les restrictions imposées sur les ventes de matériel militaire américain à certaines régions du monde se multiplièrent, compliquant ou bloquant directement les négociations que Northrop menait avec plusieurs gouvernements. Des pays qui auraient pu devenir clients se retrouvèrent exclus des listes d'exportation autorisées pour des raisons diplomatiques sans rapport direct avec le Tiger Shark lui-même. Pendant ce temps, le F-16 continuait d'engranger les contrats à l'international, bénéficiant du soutien plein et entier de l'administration américaine, de budgets de promotion gouvernementaux et d'une intégration déjà réalisée dans les forces aériennes de nombreux pays alliés. General Dynamics n'avait pas à convaincre les acheteurs que son avion était fiable. L'armée américaine le volait chaque jour et cette caution valait tous les discours commerciaux du monde. Northrop, elle, devait vendre un appareil que son propre pays refusait d'adopter, dans un environnement politique qui se refermait mois après mois comme un étau. Le Tiger Shark avait tout pour gagner dans les airs. Il n'avait aucune chance de survivre au sol, là où se prenaient les vraies décisions. En 1986, Northrop prit la décision la plus douloureuse de son histoire moderne. Après 4 ans de combats acharnés contre une bureaucratie indifférente, 2 accidents meurtriers et un marché export verrouillé par des décisions politiques prises bien loin des pistes d'essai californiennes, la direction de la firme annonça l'annulation définitive du programme F-20 Tiger Shark. Aucun appareil ne serait livré, aucun contrat ne serait signé. 1,2 milliard de dollars de fonds privés venaient de disparaître dans le vide, sans le moindre retour sur investissement. Les chiffres étaient vertigineux. 3 prototypes avaient été achevés, un 4e était en construction avancée au moment de l'annulation et ne vola jamais. Au total, le programme avait généré 1500 vols d'essai, accumulant une masse de données techniques d'une richesse exceptionnelle qui ne servirait jamais à rien de concret. Des données qui prouvaient, vol après vol, que le Tiger Shark était supérieur à ses concurrents directs sur la quasi-totalité des critères mesurables et qui allaient désormais dormir dans des archives auxquelles personne ne demanderait jamais à accéder. La corporation Rand, mandatée pour analyser les raisons de cet échec retentissant, formula une conclusion qui résumait avec une précision chirurgicale l'erreur fondamentale commise par Northrop. La firme n'avait jamais adopté une approche prototype classique. Dès le départ, le premier F-20 avait été conçu et construit comme un appareil de production en série, avec les standards de qualité et de finition d'un avion destiné à être livré à un client. Cette décision, qui témoignait de la confiance absolue de Northrop dans son produit, s'était retournée contre elle. Car sans commande ferme, sans soutien gouvernemental et sans la caution d'une adoption par l'armée américaine elle-même, toute cette perfection industrielle ne valait strictement rien sur le marché international. Ce qui rendait cet échec particulièrement cruel, c'est que le Tiger Shark ne mourut pas parce qu'il était mauvais. Il mourut parce qu'il était arrivé au mauvais moment, dans un paysage politique et industriel qui n'avait pas été façonné pour lui. Le F-16 Fighting Falcon de General Dynamics occupait déjà le terrain, soutenu par l'appareil d'État américain intégré dans les forces aériennes de dizaines de pays alliés et bénéficiant d'une dynamique commerciale qu'aucun challenger privé ne pouvait espérer briser seul. Le F-16 n'était pas nécessairement meilleur que le Tiger Shark dans les airs, mais il était infiniment mieux connecté dans les couloirs du pouvoir. La comparaison entre les 2 appareils restait pourtant brutalement éloquente.
Le Tiger Shark pouvait tirer le missile Sparrow dès sa mise en service, quand le F-16 attendit la fin des années 80 pour en être capable. Les coûts opérationnels du Tiger Shark étaient estimés 63% inférieurs à ceux de son concurrent. Sa fiabilité était annoncée 4 fois supérieure. Son temps de scramble de 22 secondes n'avait aucun équivalent dans sa catégorie. Et pourtant, le F-16 continua de s'imposer partout dans le monde, tandis que le Tiger Shark disparaissait sans avoir tiré un seul coup de feu au combat. Les 3 prototypes achevés furent dispersés après l'annulation du programme. Le premier, celui qui avait effectué ce vol inaugural historique en août 1982, fut transféré au musée de l'air de la base de Nellis, dans le Nevada. Le second, perdu dans le crash de Goose Bay qui avait coûté la vie à Dave Barnes, n'existait plus que dans les rapports d'accident. Le troisième rejoignit la collection du Musée national de l'air et de l'espace du Smithsonian Institution à Washington. Quant au 4e prototype, il fut simplement démantelé, ses pièces dispersées ou détruites, comme si l'on avait voulu effacer jusqu'au souvenir d'une ambition trop grande pour son époque. L'histoire du F-20 Tiger Shark est celle d'une machine parfaite détruite par un système imparfait. Elle illustre avec une clarté aveuglante comment les décisions d'acquisition militaire ne reposent presque jamais sur les seules performances techniques. Elles reposent sur des alliances industrielles, des pressions diplomatiques, des budgets de lobbying et des agendas politiques qui n'ont souvent rien à voir avec ce qui vole le mieux ou ce qui coûte le moins cher. Northrop avait construit l'avion que le monde libre aurait dû vouloir. Mais le monde libre avait d'autres priorités, et personne à Washington ne se souciait suffisamment du Tiger Shark pour se battre en sa faveur. 1,2 milliard de dollars, 1500 vols, 4 prototypes, 0 appareil vendu. C'est le bilan comptable d'un programme qui aurait pu réécrire l'histoire de l'aviation de combat légère de la guerre froide. Si cette histoire vous a passionné autant qu'elle nous a marqué en la racontant, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Partagez cette vidéo autour de vous et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos prochains récits sur les machines extraordinaires que l'histoire a injustement oubliées.